Bonsoir et bienvenue dans Quotidien. Ce soir, on fait une grande session de rattrapage. Tout ce que vous avez peut-être raté, c'est tout de suite. Allez, tout le monde joue. Où est Charlie? On joue. Vous avez 5 secondes pour trouver un éléphant dans un magasin de porcelaine. 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Ah, il est ici, Charlie. Il est avec maman. Le président américain est en visite officielle en Inde. Là, en l'occurrence, c'est à Agra, au Taj Mahal. C'était hier avec son épouse, donc Melania Trump. Les conseillers diplomatiques de la Maison-Blanche ont beau tout prévoir, il y a toujours un truc qui cloche avec Trump. Exemple, quand Modi l'accueille hier sur le tarmac de l'aéroport. Vous remarquez rien? Vous avez l'habitude de glisser votre main dans les chemises des gens, vous? C'était hier, nous sommes dans la ville d'Ahmedabad. Les deux chefs d'État se rendent d'abord à la maison de Gandhi. Et le conseiller diplomatique avait dit à Trump, la couleur jaune a une signification très forte en Inde. C'est l'immortalité, la connaissance, c'est la couleur des rois. Trump l'a pris au pied de la lettre. Et je pense que si on éteint la lumière, on voit l'immortalité. Ils se dirigent ensuite vers la maison et Modi leur demande d'enlever leurs chaussures. Comment enlever ses chaussures quand on est un président? On se baisse, on enlève une chaussure, on la met sur le côté, on enlève l'autre chaussure et on la met correctement à côté de l'autre. On dirait un ado intersport qui va acheter des godasses pour le PS un samedi après-midi. Et ta mère, elle a dit quoi avant d'aller à Intersport? Mets des chaussettes propres pour pas me faire honte dans le magasin. Et si on zoome, on comprend pas trop ce qui se passe là-dessous. On dirait qu'il y a plusieurs couches. On espère vivement que ce sont des chaussettes bicolores, car on ne veut pas croire que ce soit un bas de contention. Mais pour les hommes, hein. Ça c'est pour les hommes. Le conseiller diplomatique lui aurait aussi conseillé de garder l'air intelligent quand elle montre le tissage, la dame. Oh, ça tourne! Ensuite, ils sont allés faire ce meeting géant au stade de cricket. The potential for India is absolutely incredible. Et il a parlé indien. Namaste. Namaste. Bonjour, la baguette, Tour Eiffel, Paris romantique. Swami Vivekanand once said. Pourquoi il n'y a qu'avec lui qu'on sent qu'il pige rien à ce qu'il raconte? Sachin Tendulkar to Virat Kohli. Jiwala Sardar Patel. Taj Mahal. Ah, ça a compris. A compris le dernier. Et hier, en fin de journée, ils ont donc réussi la photo au Taj Mahal. La photo des amoureux, puis il a dit au pigeon « Hey, je vais vous prendre par la chatte !» Voilà. Et ce matin, il a essayé une dernière chose en vain. Non, ça marche pas, hein. Non, il y a un truc qui marche pas. Et on vous rassure quand même, ce matin à New Delhi, il était plus à l'aise pour signer des contrats. Nous retiendrons une image de cette rencontre, un gamin à fond dans cette école qu'a visité Melania Trump, tellement à fond que les services secrets américains ont failli le plaquer au sol. Regardez. On le plaque au sol! Non, non, on le plaque pas. On va commencer avec 2 événements de la semaine. Le premier date d'il y a quelques jours à Paris. Fête pour l'anniversaire de Neymar, un grand classique. Les joueurs du PSG sont là, évidemment. Et le dress code saute aux yeux. Hoodie blanc, t-shirt col en V blanc, costume blanc, cheveux roses, fedora blanc. Alors pour le raffinement, on repassera le blanc, couleur de la joie, de la teuf d'Eddie Barclay et aussi de la tease, visiblement. Deuxième événement, mercredi aux États-Unis, les députés démocrates ne célèbrent pas la NIF de Neymar. Elles célèbrent les 100 ans du droit de vote aux femmes et là aussi dress code. Cette fois, le blanc est la couleur du féminisme, du progressisme et de l'émancipation. Conclusion. Les fringues, ça peut tout dire et son contraire, mais ça ne va pas nous empêcher de faire une chronique. Comment ne pas revenir sur le défilé Balenciaga samedi dernier à la Cité du Cinéma? Ciel orageux, catwalk immergé et premier rang inondé. C'est aussi beau que c'est lugubre.
Alors question, qu'a voulu dire Demna Gvasalia avec ce défilé? Peut-être que la mode est aujourd'hui perdue, coincée entre deux eaux, le beau et le grotesque. La confirmation est dans les vêtements épaule pagode, c'est beau. Combinaison de motard, c'est grotesque. Tailleur bar, c'est beau. Tenue de footballeur digne de Décathlon, c'est grotesque. L'impair en vinyle couture, c'est très beau. Le survêt à la con, trop grand, trop cher, évidemment, c'est grotesque. Moralité, la mode va un peu devoir choisir son camp entre le beau et le grotesque. En tout cas, une a déjà choisi, et c'est Céline Dion. Elle a choisi, la voici justement, en survêt, Balenciaga, je vous donne dans le mille. Et c'est beau. Non, c'est trop beau, c'est trop fluo, c'est trop grand, c'est trop cher, c'est trop grotesque. Alors, est-ce une séance de mode qui a mal tourné ou est-ce que Céline attend quelqu'un en bas de la tête? C'est Booba qui a la réponse. Message sur Twitter du rappeur, elle attend sa chicha. Wesh, Céline. Mon image du jour, c'est un cadeau d'anniversaire qui aurait pu passer inaperçu, sauf qu'il a été offert à la star de télé-réalité Nabila Benatia, 5 millions de followers sur Instagram. Et ce cadeau, elle en a fait une petite vidéo. Mon Dieu, mais regardez-moi cette merveille. L'Himalaya, le sac le plus rare au monde. Oh mon Dieu, merci ma vie. Une vidéo postée ce week-end depuis une plage des Maldives et accompagnée d'une ode au fameux sac à main. Oh ma belle œuvre d'art, je ne peux que te contempler. Toi qui es si belle et si pure. Voilà, bienvenue en 2020. Cette vidéo a généré plus de 2 millions de vues. C'est énorme, avalanche de réactions outrées, bref, énorme polémique. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est du crocodile. Nabila Benatia s'était érigée en défenseur de la cause animale. J'envisage de devenir végétarienne, plutôt végétalienne, parce que je ne veux plus manger tout ce qui vient des animaux. Le week-end dernier, j'ai regardé une dizaine de reportages. J'ai pleuré, voilà, j'ai beaucoup pleuré parce que je trouve que... En fait, le traitement des animaux, il était juste affreux. Sauf que pour faire un sac à main en croco... À l'aide de ciseaux enfoncés dans le cerveau, 2 crocodiles sont tués en quelques secondes. Le dépeçage dure, lui, à peine une dizaine de minutes. C'est un peu le point de départ de votre sac à main. Mais la raison principale de la polémique, c'est la valeur de ce fameux sac. L'Himalaya, le sac le plus rare au monde. Ce sac, c'est le modèle Birkin Himalaya. Birkin parce que c'est un modèle dessiné par la chanteuse Jane Birkin dans les années 80. Et Himalaya pour la couleur qui rappelle la chaîne de montagne du même nom. On a lu partout qu'il coûtait 300 000 €, ce qui a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Bon, en réalité, c'est la version en diamant qui est la plus rare et donc la plus chère, tellement rare qu'il se vend aujourd'hui essentiellement aux enchères. Le sac de Nabila est en métal argenté. Lui, sur le site aux enchères Christie's, le Birkin Himalaya en métal argenté est estimé entre 60 000 et 80 000 €, mais il s'est vendu à 151 500 €. Alors c'est très cher, mais c'est pas 300 000 € non plus. Cela dit, on s'est posé une question, cette vidéo cacherait-elle une opération de communication de la marque Hermès? Ah bon, tu crois? Car Nabila et Hermès, c'est une longue histoire. En décembre, elle a posté cette vidéo d'elle, dans laquelle on voit 5 sacs Hermès, ainsi qu'un gros logo de la marque. Une vidéo vue 4 millions de fois, c'est énorme. Depuis quelques mois, son compte Instagram ressemble d'ailleurs à une vitrine de boutique Hermès. Version jaune, modèle Birkin. Version marron, modèle Kelly. Version rouge, modèle Kelly. Pas moins de 6 photos différentes du même sac. En septembre, elle poste même cette photo, #Hermès Paris, avec un certain Michael Coste. Michael Coste, justement, c'est le responsable des relations extérieures d'Hermès. Il y a 5 jours, il a posté cette photo avec le mari de Nabila, Thomas Vergara, un paquet Hermès dans les bras et la mention « Joyeux anniversaire Nabila ». En fouillant dans les commentaires, on a vu que Nabila avait commenté « Oh my God ». Donc elle savait déjà il y a 5 jours. La surprise était un peu... Son anniversaire était d'ailleurs le 5 février, mais dans un souci de mise en scène, ils ont attendu d'être aux Maldives ce week-end pour déballer le fameux cadeau. Mon Dieu, mais regardez-moi cette merveille. Je suis sous le choc, j'arrive plus à respirer. Alors on a contacté Hermès, il n'assure n'avoir aucun accord commercial avec Nabila, mais elle leur fait quand même une sacrée pub. Merci Lilia, quotidien, continue. Ce soir, on fait une grande session de rattrapage. Tout ce que vous avez peut-être raté, c'est tout de suite.
Piotr Pawlenski continue ses press junkets comme s'il était en promo la semaine dernière. Alors on a déjà eu un peu de mal à le comprendre sur CNN. Vraiment, les gens ils avaient besoin de ça. C'est lire ça à tout de suite. Ok. Autre interview donnée à l'AFP, on a vaguement compris. Contre-programme. Lundi, on a encore plus de mal à le comprendre sur France Inter. Il peut exister à territoire France. Hier, BFM. Allez, on démarre BFM Story avec, comme je vous l'ai dit, les dernières confidences de Piotr Pawlenski recueillies par BFM TV. Piotr Pawlenski était sur BFM enregistré dans l'après-midi. Dites-moi comment vous l'avez trouvé, ce Russe. Il y a une chose qui m'a frappée sur cet entretien qui a duré quand même près de 2 heures, c'est qu'il est... Incompréhensible, indiffusable. 2 heures d'interview, donc elle vient de le dire, et BFM n'en a diffusé que 2 minutes 58. Moins de 3 minutes sur les 2 heures d'interview. Alors on pense qu'ils ont eu un problème, ce genre de problème. On va écouter ce que dit Piotr Pawlenski à propos de Juan Branco. Alors tendez l'oreille parce qu'on n'a pas eu le temps de le sous-titrer. On pense qu'ils n'ont pas tout compris aux déclarations de Piotr Pawlenski. Pourquoi on dit ça? Prenons un exemple. On a caché les sous-titres de BFM. Mettez-vous à la place de la journaliste, concentrez-vous, essayez de comprendre. C'est première, mais deuxième chose que politiquement, déjà pour moi, devient beaucoup plus intéressant déjà que pour le cinéma avec où Benjamin Griveaux masturbait. On dirait un camoulox, masturbé, Benjamin Griveaux, politiquement, porno, cinéma, on a tout. Réécoutez. C'est première, mais deuxième chose que politiquement, déjà pour moi, devient beaucoup plus intéressant déjà que pour le cinéma avec où Benjamin Griveaux masturbait. Benjamin Griveaux masturbé. Et maintenant, voici la traduction de BFM. Lisons ensemble. C'était intéressant politiquement pour moi, car au-delà de la vidéo intime de Benjamin Griveaux... Oui, parce que Benjamin Griveaux masturbé se traduit par vidéo intime de Benjamin Griveaux. On a la vidéo de la personne à BFM qui a traduit cette interview hier. Donc hier, sur BFM, il y a eu 2 minutes 58 de Piotr comme ça. Toujours répéter, oh, regardez, ça avec Benjamin Griveaux, ça. Et 20 minutes de ça. Il dit Et ensuite, la diffuser sur... Il dit un peu plus en longueur. Et lui dit à ce moment-là, je ne sais pas qui est Benjamin Griveaux. Lui raconte que, par hasard, dit-il... Il laisse entendre que c'est ce qu'il nous raconte. Il dit qu'elle était... C'est ce qu'il semble dire. Ce qu'il dit. Ce que semble dire l'activiste russe. C'est aussi ce que lui nous a dit. Il me dit juste... Lui, il dit que ça, à un moment, il me dit, dit-il, il me dit qu'il l'a... Et donc, il me dit qu'il s'agit... C'est comme ça qu'il m'a répondu. Alors pourquoi aucun média ne fait les interviews en russe avec des traducteurs franco-russes pour éviter des traductions franco-Piotr? Toi aussi parle comme Piotr Pawlenski, achète dictionnaire franco-Piotr. Tout va très bien, madame la marquise. Les shoots de vodka. En loose dé. Un garçon, je peux te dire pourquoi. Allez-y. Voilà. Je déteste le caviar. On s'en fout. Et un bon appétit. Mettre les pieds sur la table, à me curer le nez, à lâcher des flatulences. Des migrants, c'est comme les éoliennes. Je suis vraiment con. Les restrictions sociaux. Le pouvoir, ça me rend furieuse. Quotidien, c'est à la télévision, tous les soirs. Celui qui gère la réforme des retraites était sur Public Sénat. Et notre invité politique ce matin, c'est Laurent Pietraszewski. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, secrétaire d'État chargé des retraites. Et il a fait de la pédagogie. Peut-être un peu de pédagogie parce que les Français parfois n'y comprennent plus rien. Comment est-ce que sera calculée la valeur du point? Le mode de calcul du point, il est clair. Je ne triche pas. Il vient de dire ça. Le mode de calcul du point, il est clair. Voici le mode de calcul du point. La valeur du point évoluera à minima sur celle de l'inflation pour arriver très vite à un index qui sera, cet indicateur, en 2042, celui du revenu moyen d'activité par tête. Le revenu moyen d'activité par tête sera composé à 7/10 du salaire moyen par tête pour les salariés, de celui des fonctionnaires à hauteur de 20%. On indexe la valeur à l'achat de la même façon que sur le service. Et ça concerne essentiellement les risques posturaux qui sont souvent les éléments de débat. Nous avons organisé un certain nombre d'amendements qui permettra de flécher les 5%. Ils peuvent décider entre eux de ce qu'on appelle des swaps de cotisation. Merci Laurent Pietraszewski d'avoir été avec nous ce matin. Oui. Quand on est
pédagogue, c'est difficile. Hier, la numéro 2 de l'écologie était sur France 2. Le président de la République ne m'a rien demandé. Et c'est pas son genre de demander, d'avoir la maladroitesse, de demander... Bonjour, je m'appelle Édouard Trouillet, je suis lexicographe pour les dictionnaires Le Robert. Aïe, 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 ça c'est jamais bon. Hein. C'est jamais bon signe quand un spécialiste coupe un ministre pour dire son nom. Surtout quand le ministre vient de dire maladroitesse. Pas bon signe. D'avoir la maladroitesse... Pas bon signe non plus, regard. D'avoir la maladroitesse... Alors, c'est quoi la maladroitesse? Alors, je pense que Brune Poisson a fait une petite erreur. Elle a voulu dire maladresse. Et par maladresse, justement, elle a dit maladroitesse. Ça s'appelle comment, cette erreur? Une faute de français, tout simplement. Allez hop, on rajoute. Et c'est peut-être ce qu'attendent un peu les Français dans leur vie quotidienne. Dans des conditions écologiques doutables. Des nausées, des mal de tête, des vomissements. Non, mais juste un peu de mal avec cette vision. La manière que c'est reproduit, non, ça, je regrette pas. D'avoir la maladroitesse. Et merci le Robert. Le nouveau jeu des intervieweurs, finir les phrases des invités en se lâchant un peu. C'est bien naturel que le président de la République reçoive les députés de sa majorité. Pour leur dire Il a été celui qui a fait le choix d'aller chercher des gens qui n'étaient pas... J'aime même ce terme. Moi, je vais vous dire, je pense que tous les membres du gouvernement... sont fatigués. Mais non. Ils ont le sentiment que, comment dirais-je... D'avoir été traité de con. Mais non. Une question ce soir, le dictionnaire est-il sexiste, Asdine? On va jouer au jeu du dictionnaire, voici quelques définitions. Voilà. Présidente, non féminin, femme du président. Voilà, c'est un dictionnaire. Boulangère, femme du boulanger qui travaille à la boutique. C'est pareil pour la bouchère. Non, c'est pas une blague. Guerrière, jeune femme qui revendique avec agressivité et violence sa place dans la société. Militante féministe. Ces définitions, je ne les ai pas trouvées n'importe où, mais dans le Larousse, ou sur la version web du Larousse. Et c'est cette militante féministe qui a déniché ces perles. Elle a même trouvé un nom pour cette affaire. On est venu avec l'objet du délit, presque. Larousse-gate, ok, parfait. Larousse-gate. Elle nous prend un autre exemple étonnant. Mécanicienne, ouvrière exécutant à la machine certains travaux dans la confection en série de vêtements. Juste de vêtements. Juste de vêtements, alors que la définition du mécanicien, ouvrier effectuant le montage et les réparations courantes d'ensembles mécaniques, etc. Parce qu'il y a plusieurs autres définitions. Donc là, pareil, on est sur un stéréotype en fait de la mécanicienne qui serait qui travaille forcément dans le textile. Des dictionnaires comme Larousse sont des dictionnaires qui sont quand même respectés et on s'attend à ce que les définitions soient justes, soient mises à jour parce que justement ça entraîne des stéréotypes et les enfants qui vont lire ces définitions vont après s'appuyer sur ces définitions pour construire leur vie, leur façon de penser. On va finir par un exemple avec Guerrière dans le Larousse et notamment une militante féministe. Je salue la Guerrière d'après le Larousse. Merci. Qui allons tester les stéréotypes sur le terrain. Commençons par la boulangerie. On le rappelle, pour le Larousse, la boulangère, c'est la femme du boulanger qui travaille à la boutique. Est-ce que vous êtes la boulangère? Est-ce que je suis la boulangère? Oui. La patronne? Moi, je suis juste vendeuse. Parce que la boulangère, selon le Larousse, c'est la femme du boulanger. Vous êtes la femme du boulanger? Non. Alors, ça, je suis juste une employée. On a vu une boulangère. Oui, c'est la responsable. D'accord, elle fait le pain aussi? Non. Non. C'est le boulanger qui fait le pain. D'accord. Et le boulanger, c'est pas le patron. D'accord. Et c'est pas la femme du boulanger? Non plus. J'y comprends plus rien. Et la boucherie, la femme du boucher qui travaille à la boutique, bah, elle est où? Est-ce que votre femme, elle est bouchère ou pas? Ah bon? Non, non. Pourquoi vous posez cette question? Parce que d'après le Larousse, la femme du boucher, c'est la bouchère. Oui. Vous trouvez ça juste ou pas? C'est vrai? Elles font quoi, votre femme? C'est pas discret si... Il fait rien. Assistante gestion. Ah oui, donc elle est pas bouchère, vous? Non. Alors comment le Larousse gère-t-il la crise? Doit-il vite tourner la page? On avait rendez-vous avec la directrice du département dictionnaire. Enchantée, Karine. Bonjour. Ah, il n'y a que des hommes, là. Exactement. Ouais, c'est bien connu, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais on va l'attaquer aussi. Larousse est-il sexiste? Larousse n'est absolument pas sexiste, absolument pas. Il se trouve que des définitions ont été tronquées et donc ces associations en fait n'ont donné que certains sens de certains mots. Les définitions qui ont posé problème, c'est-à-dire bouchère, boulangère, guerrière, vous les gardez ou vous allez les changer? Elles sont les définitions boucher, bouchère, boulanger, boulangère, etc. ont toujours été sur le site de larousse.fr. Il y avait plusieurs sens
Le sens principal a toujours été présent. Le sens qui pose problème, est-ce que vous allez Oui. les garder? Oui. Ça, c'est pour la version web, mais même pour la version papier, il y a une définition qui pose problème. Je peux prendre Oui. à la rousse, allez. Oui, je vous en prie. Comme ça, justement. Guerrier, non masculin, personne qui a fait la guerre, soldat, homme qui a le goût de la guerre. Non féminin, donc pour guerrière, jeune fille qui revendique avec agressivité sa place dans la société. Là, un enfant qui tombe sur ça, pour lui, il y a guerrier, guerrière, quelque chose de plutôt positif sur quelqu'un qui se bat, qui peut défendre quand même son pays. Et en face, la guerrière, elle ressemble plutôt à quelqu'un qui emmerde un peu le monde. Il faut savoir que au début du mouvement féministe, dans les années 70, ça venait des États-Unis, mais c'était très présent aussi en France, les premières féministes se réclamaient comme des guerrières. C'est elles-mêmes qui ont inventé ce sens de guerrière au féminin pluriel. Donc, tout au contraire, nos définitions, enfin ces sens-là ne sont absolument pas sexistes, ils sont au contraire des hommages à ces féministes. Pourquoi les féministes, quand par exemple on a l'interrogé, elles voient comme quelque chose de sexiste? Elles sont très jeunes et que je pense qu'elles ne savent pas. On avait mal compris, tout ça c'est en fait un hommage. Voilà. Merci Asdine. Pendant ce temps, un peu de poésie, un peu de rime, un peu de vers, un peu de culture. Ça fait pas de mal. Avec Nicolas Sarkozy, la politique, c'est à vie. S'il a écrit un livre Passion, c'en est la démonstration. Vivement le recueil. Dans OSS 117, une dictature, c'est quand les gens sont communistes, qu'ils ont froid avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Emmanuel Macron a-t-il la même définition? Eh bien écoute, on s'en approche un petit peu. Grosse colère hier du président dans l'avion qui le ramenait de Tel Aviv. 3 journalistes étaient avec lui. Il a bien sûr été question de la Shoah, mais il a surtout parlé dictature et régime autoritaire. Et quand un journaliste interroge sur les violences, à la veille d'un nouveau jour de mobilisation contre les retraites, il commence par dénoncer certains discours politiques. Celles et ceux qui portent cette violence, celles et ceux qui avec cynisme quelquefois l'encouragent, oublient une chose très simple. Nous sommes une démocratie. Puis il tacle ceux qui disent que la France est devenue un régime autoritaire, une dictature. Et aujourd'hui s'est installé dans notre société, et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables, l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. Et cette colère présidentielle a tourné en boucle ce matin sur les radios et les télés. Le j'accuse d'Emmanuel Macron dans l'actualité aujourd'hui. À ceux qui lui reprochent son autoritarisme dans ce dossier, une réponse aussi. Essayez la dictature et vous verrez. Alors, est-ce que cette petite musique qui laisse entendre que la France serait devenue un régime autoritaire, voilà, elle infuse pas mal dans les médias depuis plusieurs mois. 2 grosses raisons à ça. Le passage en force de certaines réformes, comme celle des retraites, mais aussi les violences policières. C'est d'ailleurs dans la bouche des Gilets jaunes que ce mot revient le plus souvent. On ne peut pas accepter de voir un gouvernement qui entre en dictature. On vit dans un système dictatorial. La liberté d'expression, dictature. Dictature. On nous dit qu'on est en démocratie, mais on ne l'est pas, on est sous une dictature pure et simple. On est à la limite de la dictature, parce qu'on nous empêche de parler. Macron, dictature, on a beaucoup vu ce slogan dans les manifs et lors des réunions du grand débat ou dans la rue. Emmanuel Macron a même été interpellé plusieurs fois à ce sujet. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce que des gens pensent que la France est une dictature? En marche, monsieur Macron. Oh là là. C'est une dictature qui se prépare. Vous êtes parti loin quand même. Alors hier dans l'avion, Emmanuel Macron ne visait pas les Gilets jaunes, mais plutôt ses opposants politiques. En ligne de mire, Jean-Luc Mélenchon. Récemment, il a parlé d'autoritarisme d'État à propos de ses ennuis judiciaires. Monsieur Macron est une sorte de pointe avancée des trouvailles de l'autoritarisme des libéraux. Dans les rangs du parti, c'est même devenu un axe de com' pour certains. J'aimerais vous parler d'une évolution de plus en plus rapide vers un régime autoritaire. Voilà, je crois que c'est ainsi qu'il faut l'appeler. Face à la panique qui gagne votre gouvernement et le monarque, votre réflexe sécuritaire se transforme en dérive autoritaire. On a un gouvernement qui n'entend absolument pas donner suite aux revendications. Pire, je veux vous le dire, on observe sa dérive autoritaire. En fait, l'autoritarisme du président est devenu un argument de campagne de la prochaine présidentielle. Plus un régime est acculé, plus la tentation totalitaire est forte. L'étape suivante, c'est le goulag pour les opposants, à moins qu'on réinstaure les lettres de cachet. D'ailleurs, la France est-elle en mesure de donner des sons de démocratie dans le monde ?
Et même Ségolène Royal, ex-ministre et ex-finaliste à la présidentielle, y va très fort. Ça, c'était ce matin en réaction aux propos présidentiels. Emmanuel Macron, c'est l'autre actualité, a dénoncé les discours extraordinairement coupables, je cite, qui laissent penser qu'on ne serait quasiment plus dans une démocratie, mais de plus en plus vers une dictature. Je crois que ces mots sont excessifs, il faut vraiment qu'il reprenne son sang-froid, parce que dans une démocratie, on peut réformer sans brutaliser. On est dans un régime autoritaire. Pour elle, la France a un régime politique où l'exécutif est investi d'une très grande autorité, d'un pouvoir absolu, dictatorial. C'est la définition du Petit Larousse. Il y a 2 ans déjà, Dominique de Villepin mettait en garde le président. Le président ne doit pas être en première ligne sur tout. Il ne peut pas avoir raison sur tout. Sans quoi, c'est la tentation de trop d'autorité et au bout du compte, on prend trop de coups et on s'use. Et sur ce sujet de l'autoritarisme supposé du président, les éditorialistes s'écharpent depuis 2 ans. Aucun n'est d'accord. Donc pour conclure, on écoute Pierre Rosanvallon, historien, grand spécialiste de la démocratie. La démocratie, c'est pas simplement le moment électoral. La démocratie, c'est de façon permanente que les gens se sentent écoutés, qu'ils puissent délibérer, qu'ils puissent discuter. Le forum et pas simplement le bulletin de vote. Alors pour lui, on n'est pas dans une dictature, clairement, mais c'est la pratique de la démocratie par Emmanuel Macron qui pose problème. Samedi, les députés et les ministres étaient dans l'Assemblée pour parler du projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire et parmi les intervenants, Muriel Pénicaud. La ministre du Travail qu'on comprend pas. Et attention, en voici 2 pour le prix d'une. Où est la vraie, où est la fausse? C'est à vous de chercher, à vous de trouver. Alors si vous voulez des infos sur l'urgence sanitaire, c'est par ici que ça se passe. Sur l'activité économique, c'est bien celui sur la continuité. Excusez-moi, parce que je dis la continuité de l'activité économique. Vous avez vu notre intention, c'est vraiment que l'activité économique puisse durer le plus possible. En fait, il y a une interdépendance. Les besoins des soignants, c'est bien ça il y aurait un alinéa ainsi rédigé de suspendre les process. Alors, c'est pas celui-là. Et nous voudrions rendre hommage au personnel de l'Assemblée qui retranscrit fidèlement tout ce qui se passe dans l'hémicycle. Ils retranscrivent toutes les réflexions, tous les mots prononcés. Et vous pouvez trouver les textes donc sur le site de l'Assemblée. Et on tire notre chapeau à celui qui a retranscrit Muriel Pénicaud. Voilà ce qu'il a retranscrit. Nous avions l'intention de soutenir un sous-amendement en ce sens, mais si je comprends bien, il n'a pas été déposé, ce qui me met en difficulté sur le plan légistique. Il s'agissait d'une proposition qui, je crois, satisferait M. Vallaud. Maintenant, on va écouter le passage dont il s'agit. Nous avions l'intention de déposer un amendement. Je crois qu'il est un sous-amendement qui n'est pas déposé, si je comprends bien. Donc là, ça me met un petit peu en difficulté de discussion légistique. Parce que je voulais vous proposer de le retirer au profit du sous-amendement. Et donc, il a été... Je m'excuse de le dire comme ça, mais on me dit qu'il n'a pas été déposé. Donc on a un petit problème. J'ai besoin d'un petit conseil légistique sur comment je fais. Parce que j'ai une proposition qui, je pense, satisfera M. Vallaud. C'est un sous-amendement. Tout y est. Vu sur TF1 et France 2, ce sujet filmé à l'intérieur de la quarantaine de Carry-le-Rouet. C'est l'AFP qui a fait le sujet grâce à un journaliste qui est à l'intérieur. On y voit la vie de tous les jours et par exemple un prof de français. Vincent Lemarié était professeur de français à Wuhan. Nous allons à 2LONS. Chaque matin pendant 2 heures, il enseigne les bases à ses élèves volontaires. Interview du prof de français. Du fait qu'on est un peu bloqué sur place et qu'on est ensemble, on essaie de lancer des choses pour vivre ensemble et tirer parti des savoir-faire des uns et des autres. Et dans le fond, donc le tableau avec la leçon des heures du cours de français, on a relevé 3 fautes. Il est 9 heures sans S et demi sans E et en bas, il est 10 heures du matin sans S. Si Freud nous regarde en ce moment sur sa télé, dans le ciel ou alors dans son cercueil, je lui demande de tout arrêter et de se concentrer parce qu'on en a eu un de compétition. Bonjour Gilles Legendre. Bonjour Caroline Roux. Freud, vas-y, analyse ça. Est-ce que les députés ont du vague à l'âme? Pas du tout. Pas du tout. Ils sont dans l'action. Tous les soirs, vous avez des retraités, des députés qui organisent des réunions. Il est pas beau celui-là? C'est ce qu'on appelle un lapsus à 2 tiroirs. Il est à double sens. Faut-il comprendre que les députés sont vieux et qu'ils ne foutent rien? Ou alors faut-il comprendre le contraire, que les retraités sont vieux et qu'ils ne foutent rien? Freud analyse ce cas très intéressant. Il y a des réformes que nous avons mises de côté précisément parce que nous voulons attendre la fin du grand débat national. Concernant la réforme des retraites,
Elle sera sans conteste l'illustration la plus marquante. Tous les soirs, vous avez des retraités, des députés. Alors aujourd'hui, on va parler d'une compétition qu'on suit régulièrement dans l'émission, mais on l'a jamais vue comme ça. Bienvenue au tournoi Question pour un champion de Paris 1. Voilà, tous les ans, le club de Paris 1 organise l'un des plus importants tournois de Questions pour un champion. Cette année, il y avait 80 participants. Alors le tournoi est ouvert à tout le monde, hein, mais la plupart des concurrents sont quand même tous des habitués de l'émission. Vous avez déjà participé à l'émission, je suppose? Oui, tout à fait, ouais. J'avais 18 ans la première fois. Que devient la phrase « Engage le jeu que je le gagne ». Engage le jeu que je le gagne. Joli. Moi, j'ai gagné 17 800 €. Et c'est la bonne réponse. Et c'est une 5e victoire pour Carole. Alors le tournoi a été organisé par Dominique, qui lui aussi a déjà participé à l'émission. Quand je suis passé à l'émission, il m'a demandé ce que je faisais, tout ça, et j'ai été très chambré après par Yann Barthès en montage. Je vous en veux pas puisque je vous réponds. Ah, Dominique qui a le sens de l'humour, parce qu'effectivement, on avait été un peu taquin avec lui. C'est à 6 ans que j'ai attrapé ma première vipère. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. J'ai une cousine qui s'appelle Catherine. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors moi, à une époque, j'ai eu une période très souple. On s'en bat les couilles. Samuel Etienne qui a remplacé le mythique Julien Lepers il y a 4 ans. Et apparemment, il s'en sort très bien. Il est comment, Samuel? Oh, il est génial. Samuel, il sait mettre en avant les joueurs. Samuel Etienne est bien plus chaleureux avec les gens. Ouais, c'est vrai qu'il est sympa. Hein. Ce week-end, il a même interviewé un petit bonhomme dans le public. Est-ce que tu préfères les questions de sport, de cuisine? Les questions de patates. Ah, on sent vraiment qu'avec lui, les candidats se lâchaient un peu plus, voire un peu trop. Ouais. Et quelle ville du sud de la Lituanie, située au confluent du Niémen et de la Neris, est le plus important port fluvial des Pays-Baltes? C'est là où il faut bien le prononcer. Là. Ah, attendez, Kaunas. On prononce plutôt Kaunas. Ouais. Il y a une équipe de basket féminine qui est très forte et donc du coup... C'est vrai? C'est une belle équipe de... Enfin, bref. Bon alors Gaëtan, calmos. On revient au tournoi de Paris qui se déroule exactement comme l'émission. Et le niveau est super élevé et on a vite compris pourquoi. Vous allez voir des gens qui sont hypermnésiques, c'est-à-dire qu'ils retiennent quasiment tout. Personnellement, j'arrive à retenir des choses qui m'intéressent pas du tout. Je peux vous parler de chanteurs et de chanteuses et de disques. Je ne connais rien en chanson, mais je connais leur date de naissance, je sais où elles sont nées. Ça n'a aucun intérêt dans la vie. Mais pour s'amuser... Ouais, et en effet, ils retiennent quasiment tout. Quel réalisateur né à Montbéliard? Darabon? Oui. Dans quelle capitale asiatique l'ambassade de France est-elle établie rue Téhéran. Oui. Rue Naufel-le-Château. Naufel-le-Château, Téhéran. Membre du comité de salut public, je soutiens la terreur et exerce avec Fouché de... Collot d'Herbois? Oui. Toute la soirée, il défonce les buzzers. Non. Ouais. Bon alors c'est assez rare, mais quand ils ne connaissent pas une réponse, et ils tentent des petites vannes. Quel mot signifiant littéralement précieux désigne dans le bouddhisme tibétain un titre honorifique donné à un grand maître? Dalai. Non. Andy? Non. Et c'est finalement Sébastien qui remporte le tournoi cette année. Et comme à chaque fois qu'on fait un sujet sur Question pour un champion, on a toujours envie de remonter un petit peu l'émission. Ouais. Lorsqu'il servait dans l'armée romaine, quelle partie d'une fleur, dont la taille peut parfois atteindre 1 mètre, Kevin Costner fait rentrer dans Matt Damon? Whitney Houston. Non. Les Incas? Non plus. Oui, Marie. Mais vous avez raison de tenter. La valise... Pas de problème de buzzer. Jean-Yves va être plus rapide. Champignons à la grecque? Gaëtan, êtes-vous prêt? Oui. Oui. Oh. Philippe, premier qualifié. Philippe. Bon, je prends la main. Qu'en dites-vous, Ségolène? Je prends la main. Philippe, vous avez la main maintenant. C'est une question de musique. Je prends. On continue. Ségolène. Je laisse la main. Bon, je prends la main. Philippe est notre nouveau champion.
Des matchs comme ça, j'en veux bien tous les soirs. Merci de regarder Quotidien. Toute l'équipe revient du lundi au vendredi à 19h25 sur TMC. Très bonne soirée. Salut.